Salut à toi et bienvenue dans Au-delà du mur. Avant de plonger dans l'épisode du jour, je veux prendre quelques secondes pour remercier la Joconde de Genève pour son message d'essai sur Apple Podcast. Elle a écrit: Merci Hugo de t'investir autant pour partager ton expérience et pour partager le travail qu'on ne voit pas dans les coulisses. La préparation des interviews, le montage et la com. Toujours un plaisir. Merci beaucoup pour ces mots, ça me touche énormément. Et si toi aussi tu écoutes régulièrement le podcast, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles et un commentaire. C'est ce qui aide le plus le podcast à grandir et à toucher de nouveaux coureurs. Aujourd'hui, on va parler d'une course aussi fascinante que mystérieuse, la Chartreuse Terminorum. 300 km, 25 000 mètres de dénivelé, aucun GPS, aucun balisage et seulement 40 participants sélectionnés sur lettre de motivation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Simon Lancevelet, sociologue, coureur et auteur du livre La Quête, fruit de 4 années passées à observer et à vivre cette aventure de l'intérieur. Avec lui, on va parler de sens, de transformation, de communauté, mais aussi d'humour et d'humanité. Parce que derrière cette course extrême se cache avant tout une aventure profondément humaine. Et toi, quelle est ta propre quête ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Eh bien, mon cher Simon, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir Hugo, je vais très bien et toi? Fantastique, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours ? Oui, bon, donc tu l'as dit, moi je m'appelle Simon, j'ai 33 ans, je travaille à l'université de Grenoble justement en tant que sociologue et j'ai réalisé des études sur la course à pied et le trail, et plus particulièrement sur une épreuve qui s'appelle la Chartreuse Terrenorum. Je pense qu'on aura bien l'occasion d'y revenir, mais juste pour la présenter rapidement, c'est ni plus ni moins que la Barclay à la française avec quelques ajustements. Et moi, j'ai suivi pendant 4 années les coureurs de cette Terminorum pour comprendre un peu comment ça se passait pour eux. Et récemment, j'ai écrit un livre qui a été publié, qui vient d'être publié au mois de mai dernier, qui relate un peu leur parcours, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi. Effectivement, un livre que j'ai eu le plaisir de découvrir en préambule, en préparation de ce livre-là. J'avais peur de ne pas pouvoir me le procurer, et puis finalement, la magie d'Internet a opéré, et puis je l'ai reçu 2 jours après l'avoir commandé, donc c'était parfait. Qu'est-ce qui t'a conduit dans cette interrogation au départ, déjà ? Alors déjà, je pense que ce qui m'a conduit à m'intéresser à cette course et ce qui conduit, je pense, tout le monde à s'intéresser à un sujet à un moment donné, c'est de la curiosité, hein, tout simplement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On a envie d'en savoir plus et ça vaut pour cette course, mais ça vaut pour d'autres. Mais c'est vrai que la Terminorum, la particularité, je le dis rapidement, c'est une course qui est née, alors il n'y a pas si longtemps, qui est née en 2017, qui est la traduction française de la Barclay, qui se déroule en Chartreuse, dans un territoire un peu particulier où il y a une présence de l'ordre de la Grande Chartreuse, un ordre monastique depuis très longtemps. Et cette course à la Terminorum, donc, elle vient se greffer là-dedans avec un univers à la fois du monastère et de la Barclay qui viennent se confronter. Donc ça, déjà, ça fait un choc un peu, un mélange un peu bizarre, finalement, un peu esthétique qu'on a envie de découvrir. Et surtout, moi, quand j'ai découvert cette course, donc, dès sa naissance, puisque j'habitais à l'époque à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il se trouve que je me suis dit, mais autant la Barclay, on sait qu'elle est finissable. Il y a eu des précédentes avec cette épreuve-là. Ben, aujourd'hui, personne, on sait même pas si elle est finissable. Est-ce qu'on est sur le bon côté finalement? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu du border parfois? Et j'ai eu envie de comprendre ça. Et d'année en année, il se trouve que les années passant, les éditions passant, il n'y a pas eu de personnes qui ont été capables d'aller au bout de cette épreuve qui fait 300 km et 25 000 mètres de dénivelé.
Et donc là, la question, elle est encore plus forte et j'avais encore plus envie de m'y intéresser. Donc, j'ai décidé concrètement de passer plusieurs années à essayer de, on va dire, lever un peu le voile et les secrets de cette course. C'est quoi ton historique sportif avec cette course? Est-ce que tu y as déjà participé? Est-ce que tu comptes y participer? Est-ce que tu es un trailer, un ultra trailer à la base ou pas forcément? Alors moi, j'ai toujours été plus ou moins sportif. J'ai fait de la course à pied depuis l'école élémentaire, on va dire. Donc quand j'avais 10 ans, j'avais fait un peu de la piste, du cross, des courses assez classiques. Et progressivement, je suis venu sur des épreuves un peu plus longues, parce que j'avais un père, mon père faisait des marathons, donc j'ai toujours un peu baigné dans les longues distances. Et, et avec la mode du trail, et le fait d'avoir aussi eu la chance de travailler en Chartreuse pour l'entreprise Red Light, qui est un équipementier de trail, j'ai eu l'occasion de mettre le pied à l'étrier dans le trail. Et mais pour autant, j'avais pas forcément fait d'ultra quand je me suis lancé dans la Terminerum et dans l'idée de comprendre ce qu'était la Terminerum. C'est vraiment venu en allant parce que la Terminerum, c'est une course qui est particulière où il y a plein de règles qui sont finalement secrètes. Le parcours est découvert la veille seulement pour les initiés, 40 coureurs qui vont être sélectionnés sur dossier. Il y a des livres à trouver qui aussi sont secrets, il y a plein de règles. Et finalement, quand moi j'ai commencé un peu à me poser des questions, à poser des questions au cours de la Terminum, j'ai été assez vite confronté, on va dire, à un mur, parfois à un silence, et qui me disait, mais si tu veux savoir, finalement, viens dans la communauté et fais partie de cette communauté. Donc j'ai fait de l'ultra pour entrer dans cette communauté, pour un jour participer, espérer participer, être parmi les 40 sélectionnés. Ce qui a été le cas. J'ai pris part 2 fois au départ, en 2022 et en 2023. Mais ça a été un peu aussi un parcours du combattant parce que finalement les places sont chères et il faut mériter sa place, pas parce qu'on dit qu'on a envie de travailler sur l'épreuve et que ça nous passionne que c'est suffisant. Il faut montrer un peu davantage, on va dire, pour espérer être au départ. Mhm. T'as parlé, t'as donné quelques éléments concernant la Chartreuse Terminorum, donc les 300 km, les 25 000 mètres de dénivelé, quelques éléments qui nous rappellent justement cette fameuse Barclay inventée par Laz dans les États-Unis. C'est quoi un peu les autres codes, les marqueurs qu'on peut retrouver dans cette fameuse Chartreuse Terminorum? Les marqueurs communs avec les États-Unis. Exactement. Bon, déjà, on a un état d'esprit. Je pense que c'est la première chose à dire parce que sur cette course, et c'est la même chose aux États-Unis parce qu'on a des coureurs qui ont participé aux deux, il y a un esprit de communauté qui est très fort. On n'a que 40 coureurs sélectionnés chaque année, ce qui sous-entend que l'organisateur connaît tous les coureurs et les coureurs aussi connaissent tous les organisateurs et se connaissent aussi tous entre eux. Donc il y a vraiment un esprit de confrérie, je dirais, qui existe et qui permet aussi d'aller le plus loin possible parce que certains viennent avec un objectif de finir la course, d'autres d'aller au bout d'eux-mêmes, mais tous on participe quand même à une édition et le but c'est que quelqu'un est le plus loin possible dans cette édition. Donc ça, il y a vraiment un peu, c'est pour ça aussi l'idée d'une quête, d'où le titre du livre, c'est presque une quête chevaleresque, hein, souvent on parle du Graal, etc. Mais faut pas oublier que autour de la table ronde, il y a plusieurs chevaliers et que chacun a des capacités qui met au profit justement de ce Graal. Et ensuite, je dirais plus classiquement, c'est une course qui reste une course de navigation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plupart des épreuves entre elles, il y a du balisage, on connaît le parcours, on peut même le reconnaître parfois, ce qui est le cas des plus grandes courses. Là, sur la Terminorum, comme sur la Barclay, c'est une course où les coureurs doivent s'orienter à la carte, donc une carte en France IGN, et suivre un itinéraire pour justement réussir à faire une boucle. Et pour être certain qu'ils soient passés aux bons endroits, il y a des livres qui sont disséminés à plusieurs endroits de ce parcours et desquels les coureurs doivent arracher des pages qui correspondent à leur numéro de dossard. Donc ces livres, souvent, c'est entre, on va dire, autour d'une quinzaine de livres par année, ça peut évoluer. Mais là aussi, l'emplacement des livres, comme le parcours, évolue chaque année. Ensuite, ce qu'on peut aussi noter, c'est que ces courses-là, il y a une part d'imprévisibilité et de surprise qui est très grande. C'est ce qui fait que c'est intéressant aussi. On l'a dit avec le parcours qui évolue, le fait d'être sélectionné, ça change quand même beaucoup la donne. Et jusqu'au départ, le départ est dévoilé 1 heure auparavant aux concurrents. Donc aux États-Unis, l'AS traditionnellement soufflé dans une conque. En Chartreuse, le Triumvirat, qui est le nom de l'organisation, souffle
un corps de chasse, et donc les concurrents savent qu'une heure après, ils vont prendre le départ. Et donc ça, voilà, on retrouve on va dire des grandes lignes, mais bien sûr en Chartreuse, du fait de l'histoire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et des particularités du massif, puisque dans le Tennessee, on est sur des bosses euh, finalement assez basses en altitude, et sur une forêt qui est aussi différente. En Chartreuse, au contraire, on est sur des sommets plus hauts, donc il y a des réadaptations qui ont été faites, des traductions, si je puis dire, qui ont été opérées par l'organisation, et qui fait que cette course aujourd'hui, même si c'est la petite sœur de la Barclay, elle a sa propre identité, et une identité qui est très forte, encore une fois. Mhm. Là, on a parlé des similarités avec la Barclay, mais il y a quand même, alors vu de l'extérieur, en tout cas pour moi, il y a quand même des grosses différences, ne serait-ce qu'au niveau de la distance, du dénivelé. La Barclay, elle a peut-être été réalisée pour ne pas être terminée, ou alors que par un certain pourcentage, mais la Chartreuse, on a l'impression qu'elle a été créée pour que personne ne puisse la terminer. Alors, si l'idée était de créer une course que personne peut terminer, en Chartreuse, on a 300 km en 80 heures sur 5 tours. Bah, l'idée, si moi je veux créer une course que personne termine, je dis de faire Oui. 400, 500 km sur 80 heures. Donc là, l'idée, c'est quand même c'est pas de faire une course impossible, c'est de faire une course qui finalement est possible, mais à certaines conditions, qui sont des conditions liées à l'athlète, mais aussi des conditions qui vont être liées, je dirais, à l'environnement, faire que les planètes finalement soient alignées. Et l'idée, c'est pas, parfois, moi, quand je parle de ces courses, on me dit, mais c'est de n'importe quoi, c'est de la surenchère, toujours plus. C'est pas ça forcément l'idée, c'est d'avoir une course où finalement finir ça revêt un sens particulier, et qu'il y ait une progression pour finir finalement, que ça soit pas juste sur commande, quoi. Donc c'est aussi l'histoire de la course. Après, c'est vrai que les deux épreuves, elles diffèrent, hein. Tu l'as très bien dit, la Terminorum est beaucoup plus longue en kilomètres et en durée, en dénivelé aussi, ce qui suppose des qualités aussi différentes, parce que d'entrée de jeu, on a une nuit blanche, enfin une privation de sommeil supérieure, avec une nuit de sommeil en moins, vu que l'épreuve est beaucoup plus longue, 80 heures par rapport à 60. Donc tout ça, ça demande aussi un entraînement qui diffère. Et après, sur la technicité du terrain, pour avoir échangé comme avec beaucoup de coureurs, comme Maxime Godin qui a participé aux deux épreuves, la technicité, elle varie aussi un petit peu avec aux États-Unis, classiquement, les éditions souvent sont dites un peu plus techniques, même si lors de la dernière Terminorum, le Triumvirat a corsé l'affaire en mettant un parcours qui d'après Sébastien Réchon, était assez technique et dans l'esprit Barclay. Quand on lit le livre, ton livre La Quête, on a vraiment l'impression, en tout cas dans les premiers chapitres, que les créateurs de cette chartreuse, ils se sont vraiment creusé les méninges pour essayer de faire en sorte que ces courses, quand bien même elles soient récentes, on a l'impression que c'est une course qui raconte une histoire qui s'est déroulée il y a des centaines d'années. Ben, c'est pour reprendre le côté chevaleresque dont tu parlais avant. Donc c'est vraiment important pour toi de d'avoir une histoire qui se raconte aussi bien que ça pour faire que les personnes elles arrivent à mordre à l'hameçon et puis à s'inscrire à cette course. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est la Terminorum, pour moi, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, hein, où il y a plein d'ingrédients, et il y a forcément, qui dit pièce de théâtre dit une certaine scénographie. Et il se trouve qu'en Chartreuse, les ingrédients étaient déjà assez bien présents, avec ce monastère, cette forêt qui est assez mystique. Faut pas oublier que les moines se sont retirés à l'époque pour se couper un peu de ce qu'ils appelaient l'éphémère du monde, hein, un petit peu justement pour revenir aux sources, une vie de contemplation, de prière. Donc ça a du sens aussi par rapport nous à notre on va dire à notre monde, où finalement on court toujours après le temps. Parfois, on a l'impression que on a une perte de sens avec des burn-out, etc. Il y a une histoire, et bien sûr ça participe aussi on va dire, cette scénographie rend la course encore plus intéressante et plus intrigante. Et c'est vrai que dans les membres du Triumvirat, Nicolas notamment a travaillé en lien avec le monastère et de la Grande Chartreuse, donc ils connaissent aussi très bien l'histoire locale. Ils savent, on va dire, je dirais pas la sublimer, mais s'appuyer sur elle, et parfois en jouer aussi. Donc dans cette course, il y a aussi beaucoup d'humour en fait, on- c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément de l'extérieur, parce qu'on a l'impression que c'est quand on voit là, ce que c'est quelqu'un de sadique presque, hein, etc. Et le triumvirat, on pourrait penser à la même chose, mais au contraire,
il y a beaucoup d'humour et ça participe encore d'une certaine dérision. Et quand l'humour fonctionne, on s'amuse tout simplement. Et donc c'est ce qui fait encore une fois que c'est un grand jeu à grandeur nature. Mm. Enfin, une des différences entre la Chartreuse et puis la Barclay, c'est effectivement le fait que le triumvirat il soit composé de plusieurs personnes et la Barclay, elle a émergé peut-être de l'esprit d'une seule personne. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait peut-être la particularité qui permet justement d'avoir un récit encore plus complet que la Barclay qui finalement est tirée d'un récit que tout le monde connaît de l'évasion qui a duré une soixantaine d'heures avec uniquement quelques mètres parcourus. Je pense que bon, il y a la personnalité de Laz aux États-Unis qui est très forte hein, aussi, en plus de ce qui permet qui cristallise un petit peu aussi le mythe de la Barclay. Presque, on connaît plus Laz que parfois l'histoire derrière de la prison, enfin en tout cas pour le grand public. Il y a quand même des gens qui ont travaillé avec Laz. Hein, quand on lit un peu certains bouquins spécialisés sur la Barclay, on se rend compte que et encore aujourd'hui, Laz il n'est pas tout seul. Il y a même une passation de flambeau, je dirais. Mais en tout cas, sa personnalité qui est mise en avant, qui est la plus médiatique. Et sur la Terminorum, le Triumvirat, le Triumvirat, on l'a pas forcément dit, mais c'est 4 personnes qui travaillent à l'organisation de cette course. On a Benoît Laval qui va être un peu la figure peut-être un peu plus mise en avant, médiatique, du fait de son aura d'athlète et de son activité aussi d'entrepreneur dans le trail. Mais voilà, c'est un quatuor qui se complète bien, où chacun a des missions, ce qui permet à certains de plus creuser le côté, tiens, comment on va mettre en récit la course avec le roadbook, comment on va, sur quelle partie du parcours on va aller. Chacun a, on va dire, un petit peu ses points forts et ses compétences, et ce qui permet d'avoir une course qui, finalement, en très peu de temps est arrivée vite à maturité aussi. Effectivement. Ouais. Si on revient sur l'écriture de ton livre, donc au début de la discussion, tu parlais du fait que tu as commencé à interroger les coureurs et puis apparemment, si tu voulais avoir des réponses à tes questions, ils t'ont fait comprendre que tu avais qu'à y entrer. Et quand tu y es entré, tu as fait progressivement la connaissance de certaines personnes. D'ailleurs, on peut suivre ces récits dans le livre. Et on se rend compte que dans le bouquin, les personnages que tu décris, c'est pas des allumés de la technologie ou des mecs qui veulent absolument se faire mal. C'est des gens qui finalement pourraient être des gens comme toi et moi. C'est des gens qu'on pourrait croiser dans la rue sans se supposer une seule seconde qu'ils sont capables ou qu'ils ambitionnent en tout cas de s'inscrire à ce genre de course. Ça c'est vrai, c'est pas écrit sur leur front. Ils les ont, la plupart ont, certains courent même pas avec des montres connectées, en tout cas pas avec les vêtements ou les produits dernier cri. Ça c'est une certitude. Et c'est des personnes qui finalement, à l'exception peut-être de Sébastien Réchon qui avait déjà gagné le Tour et des grandes courses aussi, des courses en raid d'aventure. Finalement, la plupart sont sans leur manquer de respect, et ils le diraient eux-mêmes, de très bons coureurs amateurs, mais encore anonymes en fait. Et très peu ont réussi à gagner des courses ailleurs ou finalement à se mettre en avant ailleurs. Ou alors sur des formats qui sont encore aujourd'hui plutôt à la marge et moins médiatisés, comme une Transpyrénéa ou ce genre de choses. Mais si on regarde un peu les coureurs, et même des athlètes que j'ai eu l'occasion de suivre qui n'avaient pas forcément même fait d'ultra ou fait leur preuve sur l'ultra, mais qui avaient juste finalement pour cette course un intérêt, une curiosité, ce dont je parlais tout à l'heure, qui a fait qu'à un moment donné ils se sont dit, mais cette course-là, moi je suis obligé d'y aller parce que elle me fait vibrer tout simplement. Et c'est ce qui fait aussi, c'est le fait que cette course, elle nous va faire vibrer ces coureurs, va faire qu'ils sont capables d'un moment donné d'avoir le petit truc en plus, je dirais, pour se surpasser et puis revenir chaque année et jusqu'à ce que ils aient atteint un peu ce qu'ils étaient venus chercher, ou voir quelque chose de complètement différent, mais qui les a transformés parfois. Mm. Est-ce qu'il y a un marqueur entre toutes les personnes, enfin, un dénominateur commun entre toutes les personnes que tu as pu côtoyer dans ce monde-là, où finalement, c'est chacun, en fonction de son parcours, à un moment donné, il va être appelé justement, ou ça va résonner chez lui, le fait de participer à cette course. Oui, je pense que tu as raison de poser cette question. C'est une assez bonne question et on me l'a déjà posé il y a pas si longtemps quand je faisais des dédicaces pour le bouquin. La première chose, et ça peut paraître complètement bateau de dire ça, mais
pour autant, c'est la première raison à mes yeux, c'est que c'est des gens qui aiment plus que tout cette course pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour l'esprit de convivialité, être avec les 40, avoir l'impression d'être au camp de vacances avec des gens qui sont comme vous, qui partagent la même passion. Et c'est des gens qui sont profondément amoureux, je pense, du massif de la Chartreuse, qui l'aiment pour son histoire, pour son symbole et aussi pour gérer l'atmosphère qui y règne, en fait. Et c'est ce qui fait que chaque année, ils ont envie d'aller un petit peu plus loin. Alors après, c'est sûr qu'il y a des parcours très très différents. Chacun va pas raisonner avec la même chose. Il y en a qui vont raisonner par le collectif. Il y en a qui vont raisonner par l'histoire, se dire tiens, je marche dans les pas de Saint-Bruno, par exemple, ou d'autres qui vont dire moi, je vais raisonner parce que je vais être aujourd'hui, tiens, je vais être dans une zone où je suis jamais allé. J'ai jamais fait 200 kilomètres en course, ça m'est jamais arrivé. La navigation, j'ai jamais fait. Ça donne aussi, c'est un challenge hein, de se dire que finalement de découvrir quelque chose de nouveau, ça permet aussi de découvrir des choses sur soi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent varier d'un individu à l'autre, pardon, mais globalement, ce qui les rassemble, c'est cet amour pour la course et l'envie d'être surpris, en fait, de se dire, mais on a fait plein de plans, on a tout imaginé et on sait que ce jour-là, ça se passera pas comme dans notre imagination et c'est ce réel-là qui vient de rechercher, je dirais, cette connexion à une course, qui finalement sort de l'ordinaire et de toutes les autres courses qu'on peut connaître. Mm. Et ça, c'est pour autant qu'il soit sélectionné, parce que justement, comme la Barclay, c'est sur candidature. Donc, on peut être attiré par une course, on peut être motivé. Il faut écrire une lettre de motivation. Donc, et on commence à s'entraîner. Donc, en s'entraînant, en sachant qu'on va pas forcément être pris pour participer cette année, l'année prochaine. Donc, il y a quand même un certain nombre d'inconnus avec lesquels il faut gérer dans le cadre de sa préparation, quand bien même on est en train d'écrire une lettre, on commence à s'entraîner. Donc, comment est-ce que tu as ressenti ça chez les personnes peut-être que tu as côtoyées quand tu écrivais ton livre, quand elles t'ont raconté leur passif, en leur disant peut-être que ça faisait 5 ans qu'elles s'inscrivaient et que c'est la première fois qu'ils participent? Donc globalement, les personnes que j'ai rencontrées finalement ont été assez vite sélectionnées. Il y a je pense par exemple à Nicolas Marou, c'est peut-être un des cas où ça a été le plus long. Il a eu deux, trois tentatives avant d'être sélectionné, et ce qui n'a pas empêché après d'avoir un parcours formidable. Mais, euh, mais sinon, la plupart, souvent, c'est ça, c'est l'affaire d'une ou deux tentatives. Alors peut-être qu'après, avec dans le futur, il y aura de plus en plus de personnes qui vont candidater, la sélection sera plus dure, et je pense que ça l'est déjà plus dur qu'elle l'était il y a quelques temps. Mais globalement, on est il n'y a pas des personnes finalement qui mettent 5 ans avant d'être sélectionnées, ou alors c'est parce qu'elles n'ont pas forcément saisi ce que le triumvirat attendait justement de cette lettre de motivation qui est pas juste un CV où on montre ses muscles et dire je suis le plus fort et je vais tout casser. Ça finalement c'est pas ce qui importe au triumvirat. Ce qui lui importe, c'est de se dire cette course-là, le coureur va se donner à fond. Si on a un coureur qui dit je viens sur la Terminum parce que j'ai envie de préparer la fin de l'été, je sais pas, je vais dire deux trois, l'échappée belle, l'UTMB ou le Tour. Et bah je suis pas forcément, c'est pas forcément les bons arguments parce que finalement l'organisateur va se dire mais peut-être à un moment donné il doit aller un peu plus loin et presque à se faire mal entre guillemets, il va peut-être penser à la course d'après, pas à l'instant présent. Donc on veut des gens, enfin mais le triumvirat veut des gens, parce qu'ils m'ont déjà dit, qui ont en eux la capacité justement de se donner à fond dans l'instant et de se donner à fond pour cette course. Après ça c'est un petit peu ce qu'on peut dire, et globalement moi les coureurs que j'ai rencontrés souvent se sont mis à s'entraîner une fois qu'ils avaient reçu la lettre d'acceptation. Il y a sur la candidature, ça fait un boost. On est dans une période où voilà, c'est toujours cool de s'entraîner. De toute façon, c'est toujours cool de s'entraîner tout le temps pour eux. Mais l'acceptation, c'est vraiment la période où là, d'un coup, ça s'intensifie. On commence à lire des projections par semaine, par mois, en kilomètres, en dénivelé. Et on voit aussi les coureurs se rapprocher pour faire des sorties communes. Ça, c'est une période quand même assez particulière pour ça. On- Tu parlais des critères de sélection qui deviennent très certainement de plus en plus exigeants. La médiatisation, effectivement, fait qu'il y a peut-être plus de monde qui s'intéresse à la course. On parle de combien de candidats par année? Est-ce que tu as ces chiffres-là pour 40 prix? Les chiffres récemment, je les ai pas eus. Je sais que il y a quelques années, on était entre 100 et 200.
Globalement, je me suis pas renseigné ces derniers temps, mais je sais que sur les listes d'attente, on a parfois une centaine de coureurs. Donc, il y a quand même il y a quand même une demande. Après, c'est une course qui reste aussi récente, qui est confidentielle, hein. Beaucoup ne la connaissent pas aussi. Donc, c'est une course en construction. On n'est pas encore comme sur la Barclay où finalement, si sur la Terre énorme, on pourrait faire finalement plusieurs terminérums vu le nombre de candidats, mais sur la Barclay, c'est encore différent et le processus de sélection est un peu plus complexe qu'il l'est pour la Terre énorme à l'heure actuelle. Mm. Sur les profils, les différents profils que tu as suivis pour la rédaction de ton livre, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'ont frappé plus particulièrement que les autres? Moi, je dirais que quand tu passes quand même 4 ans avec des avec des coureurs tu les vois progresser, tu as un peu un rapport alors, je vais pas dire que je vois ça comme mes enfants qui grandissent, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas, j'arriverai pas à en mettre un devant les autres. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que finalement, toutes et tous, je les ai vus, comme j'ai dit, passer par un cheminement, arriver parfois dans des zones de doute, des zones des moments où ils sont pas bien et en même temps des moments où parfois j'ai eu des frissons pour des situations qui de l'extérieur pourraient être assez anodines, quoi. Après, souvent j'ai quand même suivi des individus qui s'étaient donnés à fond pour cette course, certains encore plus que d'autres. Un coureur qui s'est donné vraiment énormément les moyens de réussir, je pense que c'est Mikel, un des personnages du livre que j'ai suivi, qui est donc un vrai coureur, qui Mikel à la base c'est quelqu'un qui aime pas courir, hein, tout simplement. Il le dit assez facilement. Il a couru parce qu'il était militaire, il était obligé de courir, mais il avait pas la passion de la course. Lui c'était plutôt un nageur. Et en sortant de l'armée, il a toujours dit qu'il arrêterait de courir, sauf qu'un jour il rencontre quelqu'un en train de faire du trail en Chartreuse justement. Et il se dit, tiens, mais si quelqu'un arrive à courir là où moi je fais que de la randonnée, il y a quand même quelque chose, ça l'intrigue, il se met à trottiner en descente et puis il se dit, oh, bon, finalement, enfin, je ne dis pas que c'est le voilà, bien sûr, mais ça lui plaît quand même. Et donc, de fil en aiguille, il se retrouve à faire des courses un peu plus longues. Et un jour, il découvre cette Terminorum alors qu'il revient du Tennessee on va dire en avion. Et là, il se dit, mais il y a quelque chose, il faut que je m'y inscrive. Et il arrive à participer à cette course et après sa première participation, il se dit, mais ça, c'est la course de ma vie, c'est presque l'objectif de ma vie à ce moment-là. Et il décide de s'y consacrer à fond, c'est-à-dire que il plaque tout, pour ainsi dire, quasiment, il change de métier, il se met à vivre en camping-car. Et donc là, Mickaël, c'est sûr qu'on a la chance de pouvoir suivre un athlète comme ça. Forcément, on vit avec lui des moments énorme, je dirais, où on le voit passer pas par tous les états, mais en tout cas il a un cheminement et ce cheminement-là, il est personnel bien sûr, parce que Michael dit toujours qu'il cherche sa propre authenticité, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est pas juste une course pour lui, il y a quelque chose de presque j'allais dire de métaphysique derrière cet accomplissement-là. Et forcément, quand on est aux premières loges et qu'on a la chance aussi de le suivre en courant parfois comme son ombre, alors c'est pas tous les jours parce que du fait de vivre en camping-car, on ne peut pas se déplacer tout le temps avec lui, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des moments de vie très riches. Mais de la même façon, j'ai eu l'occasion de suivre Jean David, qui est un coureur qui lui habite plutôt du côté de Aix-en-Provence, dans le sud plutôt, qui a participé à Terminerum et il m'a donné à vivre des émotions assez fortes dans des scènes d'abandon, par exemple, ou dans des petits textes qu'il pouvait écrire. Alors pas forcément ses lettres ou ses candidatures de ses essais, mais en tout cas voilà, tout ça c'est des personnalités qui moi m'ont vraiment marqué parce que c'est des gens comme tu as dit qu'on croiserait dans la rue, on se douterait pas, mais qui ont une richesse, une humilité aussi parce que justement jamais ils vont se mettre en avant plus que ça. Et ils sont vraiment pour ça hyper inspirants parce qu'ils arrivent à concilier une vie de famille, un travail, avec un objectif sportif qui n'est non pas impossible, mais très difficile à réaliser. Et ça, je pense que ça parle même à ceux qui ne courraient pas, en fait. Mhm. Tu as parlé de parcours, de profils totalement différents. D'après toi, après autant de temps passé à côtoyer les personnes qui cherchent à terminer cette course, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un finisher? Alors, tu as parlé d'un alignement de planètes, mais ça, c'est une partie des choses. Alors, bien sûr, il y a toujours un facteur chance, mais qu'est-ce qu'il faudrait, vu de l'extérieur, après 4 ans, tu dirais?
Alors sur ça, j'ai un peu de chance parce que j'ai réécouté aujourd'hui des audios que pour un boulot parallèle de plusieurs finisseurs et aussi de l'organisation. Et donc j'ai des éléments assez qui viennent de première main, on va dire. Et ce que disait Nicolas du Triumvirat, donc Nicolas c'est un organisateur, il disait qu'il prenait l'exemple de Michael et que finalement à un moment donné, pour réussir à aller loin dans un terminorum, pas forcément finir, mais peut-être pas forcément finir tout de suite, fallait peut-être déjà venir en Chartreuse pour s'imprégner un petit peu de toute la complexité, de l'atmosphère de l'épreuve qui est assez particulière. Et comme Mickaël l'a fait aussi, passer beaucoup de temps. Mais Mickaël l'a fait, d'autres l'ont fait. Hein, je pense à d'autres personnages qui sont évoqués dans le livre, à Benoît Bachelet notamment, à Éric André, à Lies Maclouf, Aurélien Sanchez qui a couru la Barclay. Il est venu aussi en Chartreuse puisqu'il a participé plusieurs fois. Ils tous ont investi le terrain, ont passé des jours, des nuits et ont essayé de le comprendre en fait et de voir ses particularités. On essaie de faire des boucles, de deviner des boucles, on fait des projections et donc ça c'est une grande force en fait et c'est quelque chose qu'il faut entretenir pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc forcément, ça demande de passer du temps. Il faut accepter que la Terminorum, c'est pas un projet en one shot. C'est ce qui fait aussi que c'est sa beauté, c'est que c'est quelque chose qui se construit sur 1 an, 2 ans, peut-être 3, voire plus. Certains ont mis même plus que 3, 4 ans pour y arriver, 5 ans. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Après, forcément, ça demande peut-être quelques sacrifices aussi sur une certaine rigueur de vie à avoir au quotidien. Si je prends l'exemple des finisseurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit par exemple Mickaël ou Benoît Bachelet, c'est des personnes qui s'entraînaient quasiment tous les jours. Alors pas forcément Benoît, pas forcément des centaines de kilomètres par semaine, mais tous les jours un petit circuit de training et ça devient une routine aussi. Et finalement, ce qui peut aider, c'est de se dire que cette course, ben, moi je me souviens que Mickaël avait dit il la finirait même si c'était hors délai en fait. Et à un moment donné, il a fait sauter presque un verrou mental et gérer cette barrière psychologique, c'est peut-être la plus dure. Et sur ça, il y a un travail qui doit être effectué aussi, soit avec peut-être un préparateur ou de la lecture, ou enfin un travail en tout cas qui peut exister. Donc ça, c'est différentes réponses. Après, si j'avais une réponse parfaite, ça serait, j'aurais moi-même fini l'épreuve. Alors j'ai participé 2 fois, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que ce qui est commun quand même à tous ces finisseurs, c'est que si on regarde leur programme d'entraînement, si toi tu le suis, si les auditrices et les auditeurs le suivent, on n'arrivera pas à finir parce que c'était le leur. C'était un programme qu'ils avaient construit par rapport à leurs forces, leurs habitudes et ils avaient une expérience de leur propre corps qui était assez impressionnante. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi à retenir, c'est de s'écouter et de garder voilà, la bonne oreille pour pas non plus tomber parfois dans devenir sourd ou à l'inverse être trop dans l'attention portée sur des petits détails. Donc c'est un savant mélange, mais sur ça c'est assez personnel quand même. Tu as parlé de finisseurs, une grande part ne termine pas. Comment est-ce que tu as ressenti ou que t'ont raconté les personnes qui ne sont pas allées au bout sur qu'est-ce que ça leur a apporté? Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui se sont dit, bah finalement c'est pas fait pour moi. Il y en a peut-être qui se sont dit justement, bah tant que j'aurais pas réussi à la terminer, je vais m'y inscrire. Mais qu'est-ce qui a changé chez les participantes et les participants qui n'ont pas pu aller au bout? Donc déjà ils ont pu passer le seuil de la Terminorum, c'est-à-dire qu'avant c'était un monde presque inconnu. Ils sont revenus, deviennent des vétérans. Finalement, ils ont vu d'un peu plus près, ils arrivent à se figurer les difficultés, à se figurer ce qu'est la Terminorum. Et donc ça, c'est déjà, je dirais, quelque chose de formidable parce on voit le terrain, on se dit, ah ouais, ok, là, on est sur quelque chose de assez différent, on voit la communauté. Donc ça, on sort forcément, je peux dire toujours transformé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Finalement, on revient toujours avec plus que lorsqu'on est arrivé. Après, ces coureurs, si je vais en prendre peut-être 2, 3 exemples, mais j'ai suivi une athlète qui s'appelle Céline, qui, elle n'avait vraiment pas l'ambition d'aller au bout. Hein. Son objectif, Céline, c'était de faire un tour. Elle n'a pas forcément une expérience de l'ultra aussi confirmée que les coureurs que j'ai cités précédemment. Elle, Céline, elle a eu la chance d'être sélectionnée. Elle s'est donné les moyens. Elle a fait une lettre. C'est pas qu'une question de chance, c'est une déformation quand je dis ça. Elle s'est donné les moyens. Elle s'est entraînée.
Elle est venue une première fois, elle a essayé de faire ses preuves et mais elle a été confrontée à l'échec. Et pour autant, en fait, ça lui a mis, ça lui a donné une certaine confiance en elle parce qu'elle s'est rendue compte que, tiens, par exemple, la navigation, elle pensait redouter et ben forcément cette navigation, c'était pas forc elle avait des aptitudes en fait à la navigation, donc elle a appris des choses aussi. Elle a rencontré des autres individus qui parfois sur le papier étaient plus forts qu'elle et dans le jour J, bah en fait non, elle était pas c'était pas la plus mauvaise. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez formidable et donc ça lui a permis de vouloir revenir à cette Terre Rome et de construire un parcours et surtout de devenir un membre à part entière de la communauté. Moi, souvent, j'aime bien voir Aterminerum comme le livre s'appelle La Quête. Souvent, quand on parle de quête, ça fait penser à conquête, conquête spatiale aussi. Moi, j'aime bien voir ça comme une fusée et se dire, mais ok, une fusée, on sait qu'à la fin, c'est juste un tout petit bout de la fusée qui arrive sur l'astre, hein, la Lune, ou voilà, c'est tout petit. Et pour autant, il y a plein d'éléments qui ont été décrochés auparavant. Et mais tous ces éléments, ils ont participé quand même à aller sur la Lune. Et en fait, il y a un peu ce côté-là avec la Terre-Rome. Ça revient à l'idée du début, mais ça, c'est de participer à une quête collective. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Mais pour certains, pour d'autres coureurs, là, je pense par exemple à Lies Maclouf, qui a participé aussi à la Barclay cette année, à Aurélien ou à Maxime Godien. La Terminerum, elle leur a permis de se rapprocher un peu de ce rêve de la Barclay en faisant aussi leurs preuves. Donc c'est une épreuve finalement où chacun va y projeter ce qu'il a envie et ce qui l'anime en fait, tout simplement. Et toi, après avoir passé autant de temps à côtoyer ces personnes, et j'imagine que tu es resté en contact quand même avec un certain nombre, tu peux pas Ouais. abandonner ça du jour au lendemain, ça fait partie de toi, ça fait plusieurs années que ça fait partie de toi. Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience et de ce livre? C'est, je pense que ce que je ressors, c'est justement le livre, parce que quand on passe autant de temps avec des personnes, qu'on vit des émotions, forcément, pour moi, c'est un livre d'aventure parce que toutes ces personnes ont vécu des aventures, on va dire, plus ou moins extraordinaires. Et ça, c'est forcément, ça transforme quand on voit un coureur qui est en larmes parfois parce qu'il a atteint son objectif, quand on voit ses proches aussi, forcément, ça, on vit des émotions et on est transformé. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment qui encore aujourd'hui me laisse presque sans mots. C'est vrai que c'est assez dur de dire ce qui a changé pour moi, mais ça permet aussi de prendre un certain recul sur le trail d'une manière générale, parce que là on est sur une course qui est confidentielle avec des valeurs j'ai parlé de communauté, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour participer ça coûte que 3 euros aussi, donc des valeurs non marchandes, hein, faut le dire clairement, où on a la notion de navigation, enfin presque un trail des origines. Ça permet aussi de faire un pas de côté parfois et de se dire voilà, on nous dit que c'est de l'aventure, on nous dit que que finalement on est sur je sais pas, sur le respect de l'environnement, ce genre de choses. Ça permet quand même moi j'ai un discours un peu plus critique que je l'avais quand j'étais juste coureur il y a 10-15 ans, parce que finalement ça m'a permis d'évoluer aussi dans ma propre réflexion. Et forcément, en tant que sociologue, c'est ce qui, moi, me plaisait le plus dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve qui est marginale, et forcément, quand on parle d'une épreuve marginale ou radicale, ça dit beaucoup comme un miroir inversé, en fait, de ce qu'est l'autre côté du miroir. Finalement, le trail est un petit peu plus mainstream, quoi. Mais pour autant, je suis pas aujourd'hui, quand je dis ça, c'est pas forcément pour les opposer, mais c'est pour essayer de comprendre comment ces deux mondes peuvent aussi coexister et comment on peut passer d'un monde à un autre, parce que les coureurs aujourd'hui, il n'y a pas des spécialistes de la Terminerum ou de la Barclay ou des Bacards, ça commence à exister, mais en tout cas, ces individus qui naviguent aussi d'un univers à un autre, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à suivre. Et comment tu vois maintenant cette chartreuse termine Rome après avoir sorti ce livre? Moi, je la vois évoluer, je la vois changer aussi, hein, grandir. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, personne ne l'avait terminé. Le livre le raconte. De toute façon, il y a certains coureurs ont réussi à venir à bout. Donc forcément, il y a des ajustements, mais tous les ans, quand je retourne à la zone de départ, à la DIA, à l'hostellerie de la DIA, moi j'ai tout le temps la même question que qu'ont les coureurs, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau cette année? En quoi le Triumvirat va encore réussir à surprendre son monde? Et ça,
pour l'instant, c'est-à-dire que c'est inépuisable parce que peut-être qu'un jour, eux-mêmes se lasseront, je l'espère pas. Peut-être que d'autres prendront le relais, on ne sait jamais. Mais, mais ça, voilà, il y a une magie, en fait, qui perdure encore et c'est vrai que c'est Benoît Bachelet qui m'avait dit ça un jour que quand on arrive sur ce lieu de départ, il se passe quelque chose et que le temps est comme suspendu, arrêté. Et ça, c'est encore le cas quand j'y retourne aujourd'hui. Alors après, ce qui est sympa, c'est d'avoir des coureurs qui ont lu le livre aussi, qui m'ont dit, ah, le livre m'a permis de mieux comprendre, de mieux me préparer, ou, enfin, voilà, ça c'est cool aussi de voir que finalement, moi, le bouquin, ça marque une étape, hein, c'est l'étape des pionniers, hein, le premier pas sur la une, si je continue de filer cette métaphore un petit peu, mais maintenant, il y a la suite, et cette suite, pour l'instant, elle est pas à raconter, elle est encore à courir, on va dire, et l'observer, j'ai passé des années à le faire et j'ai pas vu le temps passer, justement. Donc, je continue un peu à le faire, même si c'est avec moins de distance et surtout, je cours plus avec les coureurs, ce qui était le cas pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai pris plus de distance par rapport à ça parce que ça prenait énormément de temps et que le corps, à un moment donné, voilà, je peux pas, par rapport aux cours que j'enseigne aussi aujourd'hui, c'est difficile de maintenir les deux. J'ai pu le faire pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, je suis toujours ravi de suivre les aventures des vétérans et des postillons de la Terminale. Et les prochaines aventures de Simon, elles seront composées de quoi, à peu près? Alors, très bonne question. C'est là dans un avenir assez proche, moi ce qui m'a animé dans cette démarche du livre, c'est de rencontrer des passionnés tout simplement. Donc je vais à la rencontre de futurs lecteurs ou de lecteurs dans des librairies, sur des salons, dans des shops aussi de running. Ça m'arrive assez souvent. Donc dans les prochains mois, il y a quand même une bonne vingtaine de dates déjà jusqu'à la fin d'année. Donc ça c'est toujours assez sympa parce que ça permet voilà, d'avoir des temps d'échange. Et je pense que si aujourd'hui t'as lancé un podcast, c'est aussi pour ça, pour vivre des rencontres et Absolument. prolonger un peu ces bons moments. Et après, peut-être, bon, j'ai toujours l'activité d'enseignant, hein, d'enseignant-chercheur à l'université de Grenoble, où j'interviens dans le diplôme universitaire sur le trail running avec d'autres collègues. Donc ça, on va dire, ça continue. Après, je pense que j'essaierai de continuer l'expérience et l'aventure plutôt littéraire en me consacrant à un nouveau projet, mais pour l'instant, je l'ai pas encore totalement défini. Magnifique. Je te remercie beaucoup, Simon, d'avoir pris le temps de parler de ton livre, donc La Quête, qui est sorti au mois de mai, que j'invite à lire à toutes et tous qui cherchent justement à découvrir une course unique, cette fameuse chartreuse Terminorum, qui regorge de nombreux mystères, et puis surtout, tu rencontres des personnes qui sont vraiment fascinantes et très, 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 très savoureuses, je dirais, de par leur profil. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, Hugo. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.